un management embarqué, ça permet d'insuffler qu'un salarié aidant, il a des compétences que d'autres n'ont pas. Être salariée, être mère, être aidante, pour beaucoup de femmes, ces rôles s'entrelacent, se heurtent, parfois jusqu'à l'épuisement. Dans cette mini-série spéciale réalisée en amont du colloque national des proches aidants organisé par BabySafe Solutions et Assure Aidant, on donne la parole à celles et ceux qui vivent cette réalité pour faire entendre leur voix. 3 épisodes, 3 regards pour comprendre ce que signifie concrètement conjuguer ambition professionnelle et aidance. Après Benoît, je reçois Julie Treille-Cointe, ex-cadre dans le secteur banque assurance. Elle est aussi maman aidante et elle nous raconte un parcours de vie bouleversé par l'invisible. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? J'ai 46 ans. Je suis mariée depuis 14 ans à Benoît. Nous avons tous les deux enfants. Zoé âgée de 15 ans et Arthur âgé de 11 ans. Avant la naissance de vos enfants, est-ce qu'on peut dire que vous étiez une femme ambitieuse? J'ai été éduquée dans une famille où la valeur travail est très très ancrée parce que la valeur travail, ça permet d'être indépendante financièrement et être indépendante financièrement, ça permet la liberté. Donc quand j'ai commencé à travailler, clairement, le travail occupait quasiment toute la place. Oui. Clairement, oui, j'étais ambitieuse. J'avais fait des études pour réussir professionnellement. J'ai eu la chance, en plus, de rentrer dans une grande entreprise où j'ai pu voir tout de suite que je pouvais gravir les échelons les uns après les autres et que j'allais pouvoir, en tout cas, si je m'en donnais les moyens, réussir. Alors, vous êtes maman de Zoé, aujourd'hui âgée de 15 ans. Pouvez-vous nous parler d'elle? C'est une jeune fille pleine de vie, d'un courage et d'une pugnacité à toute épreuve, qui est dotée d'une intelligence émotionnelle assez rare. Est-ce qu'on peut parler de son handicap? Zoé, elle est née avec une mutation génétique qui s'appelle le syndrome PAX6. Ce syndrome génère en général des malformations oculaires. Elle est née sans cristallin, elle n'a pas d'iris. Elle a une microphthalmie. Elle y voit très très peu. Elle est atteinte d'une microcéphalie et ça a généré quelques troubles neurologiques, du comportement, de la motricité fine et également des troubles cognitifs. En parallèle de votre rôle de mère, vous avez exercé un métier à haute responsabilité pendant de nombreuses années dans le secteur banque assurance, je le disais en intro. Quelles ont été les premières concessions professionnelles que vous avez dû faire? Ça a été de ne pas reprendre le travail tout de suite. Voilà. Alors moi j'avais l'idée déjà pendant la grossesse d'être la working girl qui allait pouvoir travailler jusqu'à 3 semaines avant d'accoucher. Bon, déjà j'ai vite compris que c'était pas forcément possible. Et puis là j'ai repris que après 9 mois. Voilà. Parce que déjà il fallait investiguer tous les examens médicaux possibles et imaginables pour trouver exactement ce qu'elle avait. Hein. On a mis plus de 2 ans à connaître à avoir l'ensemble du diagnostic. Ensuite, il faut mettre en place toutes les démarches, les prises en charge. Et puis surtout, il faut trouver une structure qui veuille accueillir votre enfant en situation de handicap. Et donc là, le combat démarre. Ensuite, la deuxième concession que j'ai faite tout de suite, c'est de passer à 80%. Voilà, ce qui clairement faisait pas partie du projet au départ, voilà. Et puis clairement c'est tout de suite quand même se projeter dans une évolution professionnelle qui sera pas celle que vous aviez envisagée, parce que quand vous êtes dans une grande entreprise comme je l'étais, vous pouvez faire carrière, il n'y a pas de sujet, mais très souvent, c'est associé à des mutations tous les 2-3 ans et des mutations en termes de poste, mais des mutations aussi en termes géographiques. Et ça, c'est juste impossible, en fait, parce que quand vous commencez à mettre en place des prises en charge, un suivi médical, c'est tellement lourd que vous n'allez pas vous amuser à le faire tous les 3 ans. Alors, vous avez vécu un burn-out en 2022. Avec le recul, diriez-vous que ce point de rupture était inévitable? La grosse difficulté quand on a un enfant en situation de handicap, c'est que le handicap, il prend pas de vacances. Tout le monde est confronté un jour dans sa vie à vivre des épreuves, une maladie, accompagner un proche en fin de vie. On est tous confrontés à ça un jour ou l'autre. Sauf que ces épreuves-là, elles durent un temps, c'est très difficile, mais un jour ça s'arrête et vous pouvez souffler. Le handicap, il n'y a jamais de répit. Et c'est ce qui, à mon sens, rend le point de rupture inévitable, en fait. Est-ce qu'il y a des signes, je pense à des managers qui écoutent, ou des collègues, qu'est-ce qui pourrait les alerter?
Moi, il faut savoir que il y avait une Julie maman et puis il y avait la Julie au boulot. J'avais la chance de faire beaucoup de voitures dans mon travail. Alors le trajet du matin me permettait de me mettre dans la carapace de la Julie professionnelle. Et donc à partir du moment où je fermais la portière de ma voiture, j'avais le smile, j'étais engagée. J'avais envie d'y aller et puis c'était aussi une façon de m'évader clairement, de voir d'autres choses, de parler d'autres choses, de pas être confrontée en permanence que au handicap. Je pense que j'ai essayé en tout cas dans la mesure du possible de ne pas montrer. En fait, le jour où je me suis confiée, c'était déjà trop tard. Et la broyeuse, elle s'était déjà enclenchée. Votre entreprise vous a-t-elle proposé des adaptations et quelques aides pour vous accompagner dans votre rôle d'aidante? Est-ce que pouvez-vous nous en parler? Alors oui, elle m'a proposé des choses. Après, il faut se remettre dans le contexte d'il y a 15 ans. Oui. Le mot aidance, il y a 15 ans, il n'existait pas. Et puis alors moi, j'avais absolument pas conscience que je pouvais l'être. Donc déjà, j'ai envie de dire, si nous-mêmes on n'en a pas conscience, on va pas demander d'aide. Oui. Une fois que vous avez conscience de tout ça et que votre entreprise est engagée, ce qui était le cas de la mienne, on a pu me proposer, déjà on m'a pas mis de bâton dans les roues pour prendre un temps partiel. Alors je vous dirais qu'on n'a pas forcément le droit de le faire, mais en tout cas, il y a des entreprises qui se gêneraient pas pour vous faire comprendre que c'est pas adapté pour votre poste, oui. Voilà, moi, ça n'a pas été du tout le cas. Après, concrètement, on m'a proposé d'avoir des jours de congé supplémentaires et de m'ont permis qu'elle puisse partir en colonie. Parce que Zoé, pour qu'elle parte en colonie, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle une AVL, une auxiliaire de vie qui va vous aider au quotidien et vous accompagner comme une AVS à l'école. Et donc Cardiff me prenait en charge, recrutait et prenait en charge cette personne pour que Zoé puisse partir en colonie. C'était chouette. Et on m'a proposé aussi ce qu'on appelle des CESU handicap. Donc ça, c'est une aide qui est plutôt financière, c'est-à-dire que c'était des CESU mais préfinancés et avec un taux de subvention vraiment plus élevé que les salariés non aidants. Clairement, moi, ça m'a permis de financer une femme de ménage pour que je puisse avoir du temps pour faire le reste. Oui. Donc c'est pas anodin. Oui. Alors, vous avez évoqué ce paradoxe de poison doux concernant votre 80%. Est-ce un modèle viable selon vous lorsqu'on est aidante? J'étais dans des fonctions où effectivement j'avais un degré d'autonomie très élevé, c'est-à-dire que je pouvais faire mon planning en fonction de mes contraintes, mais clairement il fallait que le travail soit fait. Clairement, quand vous avez pris 2 heures pour aller faire un rendez-vous, ce que vous n'avez pas fait, vous le faites le soir, vous le faites le week-end. Votre 80%, c'est un faux 80%. Voilà, parce que vous gérez quand même vos mails, même si vous êtes dans une salle d'attente. Donc effectivement, vous avez une charge mentale qui s'arrête jamais. Enfin, votre cerveau, jamais il fait off. Des tas de gens ont dû vous dire, mais bon, Julie, arrête, c'est bon, si c'est trop dur, pourquoi continuer? La première chose, c'est effectivement cette fameuse indépendance financière et cette liberté. La deuxième chose qui est importante à dire quand même, c'est que quand on a un enfant en situation de handicap, on est obsédé par une chose, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là. Mais nous, en fait, on met de l'argent de côté parce que le jour où on sera plus là, qui va s'occuper d'elle? Comment je peux m'assurer que son frère n'aura pas cette charge? Et on peut le tirer par tous les bouts. La finance est un point important pour s'assurer de tout ça, même quand on est là, parce que tout de suite vous êtes confronté à des dépenses. Combien de parents j'ai rencontrés qui ont été obligés de renoncer à un suivi médical dans tel ou tel hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas avancer les frais, parce qu'ils ne pouvaient pas acheter des lunettes à leur enfant basse vision, parce qu'une paire de lunettes basse vision, ça vaut 700 € la paire, parce que vous pouvez pas acheter du matériel adapté. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, chaque fois que je me posais la question, Julie, tu t'arrêtes de travailler, ça revenait. Alors, si vous aviez un message à faire passer aux entreprises, aux DRH et dirigeants qui nous écoutent, quel serait-il? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Alors déjà, avoir une direction engagée.
Voilà, ça suffit pas de dire j'ai une politique pour les aidants dans mon entreprise, je coche une case de ma politique RSE parce que ça fait bien. C'est peut-être co-construire avec des salariés aidants en fait les solutions qui pourraient leur correspondre. C'est embarquer les managers. Je pense que vous avez beaucoup d'entreprises où avoir un salarié aidant, c'est un peu une épine dans le pied d'une équipe. Parce qu'un salarié aidant, ça s'absente. Donc ça peut créer des conflits aussi dans une équipe. Donc un management embarqué, ça permet d'insuffler à tout le reste de l'équipe qu'un salarié aidant, il a des compétences que d'autres n'ont pas, qui justement sont apparues par l'aidance. La planification, l'organisation, la bienveillance, la prise de recul, lâcher prise. Et j'en oublie beaucoup. C'est parfait comme réponse. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous, Mélanie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avec Julie, on comprend à quel point l'aidance peut bouleverser une vie professionnelle, mais aussi en révéler d'autres dimensions plus humaines, plus profondes. Pour aller plus loin, échanger et construire des solutions ensemble, inscrivez-vous gratuitement au colloque national des proches aidants organisé par Baby Safe Solutions et Assure Aidant. Toutes les infos sont en description. À très vite.